Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce nouveau bada de la série Si c'est pour la culture, on a déjà donné. Il est minuit, Paris s'éveille, sur les cabarets des années 50 à 70. La bataille de Paris, sur les élections municipales de 2001. Le président, portrait de Georges Frêche. Un Français nommé Gabin. Charlie Chaplin, le génie de la liberté. Bleu, blanc, rose, sur 30 ans d'histoire des homosexuels en France, ou encore Un temps de président, sur le passage de François Hollande à l'Élysée. Autant de films qui portent la signature d'Yves Geland, que j'avais eu la bonne fortune de recevoir il y a quelques années et que je vous propose de réécouter ce matin. Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode de notre série Si c'est pour la culture, on a déjà donné. Épisode qui nous donne aujourd'hui l'occasion de recevoir Yves Geland. Yves Geland, bonjour. Bonjour. Vous êtes cinéaste documentaire, c'est comme ça que vous vous présenteriez, ou vous mettriez documentariste ou cinéaste tout court ? Ni cinéaste, ni documentariste. Cinéaste, je trouve ça... Moi, j'ai fait quelques films pour le cinéma, mais la plupart du temps, c'était pour le petit écran, donc je trouve ça un peu prétentieux pour moi de dire cinéaste. Et documentariste, c'est un mot horrible, on pense que... Voilà, je trouve qu'il sonne pas bien à mes oreilles, et en plus, la plupart des gens pensent que vous travaillez dans une bibliothèque. Donc je dis réalisateur de documentaires, comme ça tout le monde comprend. Alors, réalisateur de documentaires et de beaucoup de documentaires, à peu près une trentaine, je pense un peu plus, même au moment où nous mettons sous presse, comme on dit dans d'autres milieux. Je n'ai donc évidemment pas l'intention de les évoquer tous et je me suis dit comment faire. Peut-être commencer par celui qui vous a fait connaître, qui est le documentaire sur l'élection municipale de 2001 à Paris, la bataille de Paris. Mais en pensant ça, je me suis dit que au fond, vous aviez fait plusieurs sortes de documentaires, des documentaires in vivo, et des documentaires sur ce qu'on appelle dans la presse écrite la viande froide, c'est-à-dire sur des documents qui sont, par exemple, celui sur Gabin ou celui... et puis vous aviez fait des documentaires mixtes, si je puis dire, comme celui que vous avez fait sur les cabarets de l'après-guerre, Il est minuit, Paris s'éveille, où il y a à la fois beaucoup de documents d'époque et en même temps des interviews de gens qui ont participé à cette histoire des cabarets. Alors, on va peut-être commencer par ceux que vous avez fait in vivo. Je pense à la bataille de Paris, je pense aussi à celui sur Georges Frêche, je pense là, lui a été d'ailleurs projeté dans les salles de cinéma, qui n'était pas seulement un documentaire pour la télévision. Je pense à ces deux-là, il y en a d'autres, mais je pense à ces deux-là parce que ce qui nous a frappé, je pense, nous, vos spectateurs, et en tout cas moi, pour parler sous mon bonnet, c'est la manière dont vous arrivez dans ces documentaires, à vous faire oublier. À vous faire oublier quand il s'agit de filmer et à vous faire oublier quand vous, dans le montage, dans le récit que vous faites. Qu'est-ce qui peut pour vous expliquer ou décrire cette manière d'avoir des caméras partout, ou même quand vous n'en avez qu'une seule d'ailleurs? Je pense que c'est le temps. Le temps est le meilleur allié, le temps qu'on passe... dans la vie, mon principal défaut, dans ma vie, dans mon enfance, ça a été, en tout cas un handicap, c'est la lenteur. Et finalement, je pense avoir trouvé le métier, le travail, l'occupation pour lequel peut-être ma lenteur est presque un atout. Passer du temps et... Oui, que vous parliez de Paris à tout prix, c'était effectivement, le film était sorti en 2001, mais Paris à tout prix, on avait commencé avec Pascal Sauvage en 1999, à savoir
2 ans auparavant. Donc c'est un long tournage, parfois un long montage. J'ai travaillé là, alors c'est pour un film d'archives avec François Aimé, pour un film sur Charlie Chaplin. Le montage a duré 11 mois, c'est certainement trop. Je me suis un peu noyé dans cette aventure-là. Mais en tout cas, pour revenir au cinéma direct, parce que c'est vrai que j'ai ce goût d'alterner entre le film d'archives et le cinéma direct, on dit un peu pompeusement que le documentaire, c'est le cinéma du réel. Moi, j'aime autant le réel d'aujourd'hui que le réel d'hier. Même si parfois, on me l'a fait remarquer récemment, puisque j'ai eu droit pour la première fois, ou peut-être la seule fois d'ailleurs, parce que ça fait toujours un peu peur, à une rétrospective le mois dernier dans un festival à Alès, dans le Gard. Et on me faisait remarquer que justement Paris à tout prix, qui est, vous avez raison de le souligner, qui est un peu le film qui m'a fait connaître, était devenu un film d'archives d'une certaine façon. Et d'ailleurs, j'ai fait une émission avec Patrick Cohen et Bertrand Delanoë qui s'appelle Rambobina, où tout d'un coup, je me retrouvais face à des archives. Et il m'arrive d'ailleurs maintenant d'utiliser certaines images que j'ai tournées, qui étaient donc pas des images d'actualité, mais oui, je reviens toujours à ce cinéma direct, et à les intégrer dans certains films que je réalise aujourd'hui. Donc, à quel moment une image se patine suffisamment pour devenir de l'archive, mais je m'éloigne de votre question. Donc, comment on se fait oublier? Parfois, on se fait pas oublier, d'ailleurs. Hein. Donc, il n'y a pas de caméra cachée ni d'image volée, mais c'est trouver le bon équilibre entre la confiance et la distance. La confiance pour que, oui, l'homme politique, puisqu'il s'agit d'hommes politiques en l'occurrence, plus rarement de femmes, finissent par s'habituer à votre présence. Et la distance pour pas être toujours la caméra aussi. Parfois la distance, c'est aussi une distance purement physique. Donc c'est vraiment cet équilibre. Mais il est vraiment question, que ce soit avec François Hollande ou avec Bertrand Delanoë ou Philippe Séguin ou Georges Frêche, de s'apprivoiser. Il y a quelque chose de l'ordre du documentaire animalier presque. Hein. On s'approche pas trop pour pas que ça morde. Hein. Et donc on avance petit à petit. Je tourne avec un pas de côté. Et puis surtout, vous parliez de caméra au pluriel. Non, même si parfois ça donne cette impression-là, ma manière de tourner, en tout cas dans ces films de caméra embarquée, l'équipe de tournage, c'est ma caméra, mon vélo et moi. Et ça se limite. Parfois, il y a des gens qui ont des équipes de 2. Quand je fais des entretiens, ça m'arrive de faire appel à un chef opérateur, à un ingénieur du son. Mais sinon, je ne suis jamais aussi à l'aise que quand je suis tout seul. Alors, reprenons Paris à tout prix. Donc, cette bataille pour les municipales en 2001 qui a vu la défaite des 2 listes de droite, celle de Jean Tibéri, celle de Philippe Séguin, et la victoire de l'équipe de socialistes menée par Bertrand Delanoë. Vous avez dit 2 ans de préparation avec Pascal Sauvage, dont vous avez bien fait de rappeler. 2 ans de tournage. 2 ans de tournage, oui, pardon. Avec Pascal Sauvage, la préparation avec Pascal Sauvage, à l'époque journaliste au Monde. Et après au Figaro. Et après au Figaro, et après ayant ouvert une crêperie en Bretagne et une maison d'hôtes, ayant fait le tour des charmes du journalisme ou des charmes de ce qu'un humoriste québécois appelait les rétracteurs en chef. Combien de temps, à la fin, au moment où vous entrez dans la salle de montage, vous avez combien d'heures de pellicule? Il n'y a pas de pellicule, vous me direz, mais vous avez combien d'heures? Vous avez filmé combien d'heures, vous en souvenez? Alors, c'était presque de la pellicule. À l'époque, c'est des chiffres qu'on connaît par cœur au moment où on répond aux journalistes. 20 années se sont passées, donc et quand on aime, on compte pas, disait ma prof de maths au lycée Paul Sabatier de Carcassonne. Mais de mémoire, c'était peut-être quelque chose comme 150 ou 200 heures de rush, ce qui est trop d'ailleurs. C'est jamais je m'aperçois que quand je tourne trop, c'est jamais un bon signe non plus. Quand je vais filmer les journalistes de la rédaction du Monde, le film était finalement très court. Il faisait 1h20. Très court, il était plus court que Paris à tout prix, qui en faisait presque le double. Mais j'avais beaucoup tourné parce que je savais pas toujours ce que j'allais chercher. Mais là, effectivement, sur 2 ans de tournage, il y avait beaucoup de matière. Donc, c'est des dizaines et des dizaines d'heures de rush, oui. Je pense 150 de mémoire, ou à peu près, ou 200. Et combien d'heures de montage? Et donc, en montée, le film fait 2h15 à peu près. Il y a eu plusieurs versions de ce film-là. D'ailleurs, ce film est sorti aussi au cinéma, au Saint-André-des-Arts.
à Paris, dans le 6e arrondissement. Et j'étais très fier d'ailleurs d'avoir mon premier film au cinéma, c'était Paris à tout prix. Et donc oui, il faut le temps. Et ce film d'ailleurs a été diffusé très peu de temps après le scrutin. Serge Moati faisait aussi un film à ce moment-là pour France Télévisions. Et entre le film de France 3 et le nôtre qui était pour Canal+, il y avait une sorte d'émulation et une vraie concurrence des antennes. Et donc c'était à celui qui allait sortir le film le plus tôt. C'était vraiment la course. Et moi, j'aime pas trop ces courses-là, même si on avait monté avec Sylvie Bourget et Dominique Barbier en parallèle tout au long. Effectivement, l'acte 1 et l'acte 2 étaient prêts déjà avant la fin du scrutin. Mais j'ai eu besoin de revenir pendant l'été sur le montage pour faire une autre version, qui est celle qui était sortie au cinéma, celle qui a été rediffusée après, celle qui est sortie en DVD. Mais avant le DVD, ce film est sorti en VHS. J'ai retrouvé la VHS il y a pas longtemps, il y avait le prix dessus. Donc c'était en francs. C'était 79 francs, voilà. Donc quand on fait c'est là qu'on se dit mince, ce film est sorti en VHS au prix de 79 francs. On va arrêter de m'appeler le jeune réalisateur. Alors, les personnages de vos films, et commençons par celui-là, restons un moment sur celui-là. Après, si vous voulez bien, on en viendra à Georges Frêche et au président. Comment réagissent-ils après la sortie du film? Delanoë, Seguin, Tibéri et d'autres, parce que Lang est aussi dans le film, oui. Parce que d'autres... Ils réagissent très différemment, de la même façon qu'ils réagissent différemment, j'allais dire, comme leur visage réagit différemment devant l'objectif de la caméra. C'est-à-dire que c'est ce qui me passionne d'ailleurs dans la politique ou dans les élections, encore plus dans les élections parce qu'il y a une dramaturgie naturelle, c'est qu'ils sont tous très très différents. Et peut-être de moins en moins différents, le temps passant. Mais parce qu'on cherche... j'avais quand même, vous l'avez rappelé, mais une sacrée distribution. Hein. Il y a des vrais personnages, des protagonistes, des héros. On peut utiliser le terme de la fiction ou le thème du documentaire, mais entre Balladur, Jack Lang, Séguin, Delanoë, Françoise de Panafieux, Xavier Tibéri, plus que Jean Tibéri, je dirais, Tony Dreyfus, enfin, il y avait vraiment une sacrée galerie de personnages, et donc il y a eu une avant-première à Paris, Delanoë a très mal réagi, alors qu'on pourrait dire, même si c'est une question qui m'importe peu, mais que c'est lui qui s'en sort le mieux, d'abord parce qu'il a gagné, et Jack Lang et Séguin ne sont pas venus. Je me rappelle de Séguin disant à Pascal Sauvage, voyez, le film, je l'ai dans ma bibliothèque, mais il montrait que le blister autour de la VHS était toujours là. Donc, qu'il l'avait, mais qu'il ne l'avait pas regardé. Donc, je ne saurais jamais si Philippe Séguin, qui je passait ses nuits à regarder des films, parce que je sais qu'il était presque aussi cinéphile que Bertrand Tavernier, avec un spectre certes moins large. Ouais. Je pense qu'il était plus dans les Tontons Flingueurs et dans les films noirs américains ou dans les polars. Je ne saurais jamais s'il l'a vu. Le couple Tibéri est venu à l'avant-première, est parti à l'entracte en disant mais on doit s'en aller, mais c'est très bien, on a vu la première partie, je me rappelle plus, enfin c'est des souvenirs un peu diffus. Voilà, Bertrand Delanoë est un peu revenu sur ces avis-là, mais au début il était très très en colère contre ce film qui pour lui était j'avais fait un film vraiment du microcosme parisien, que c'était un film très parisianiste, moi qui venais à peine de débarquer de Carcassonne, ça m'amusait un peu, mais voilà. Mais depuis il est revenu sur voilà, le temps a fait son travail et il aime bien ce film aujourd'hui. Et Georges Frêche, vous avez filmé Georges Frêche. D'abord, vous avez dû, j'imagine, affronter quelques réticence autour de vous quand vous avez dit que vous alliez filmer Georges Frêche, qui à l'époque
était considéré comme flirtant avec ce qu'il y avait de plus excessif, enfin, personnage dont on connaît tous les débordements, de toutes gargantuesque, gargantuesque à la fois extrêmement cultivé, capable d'être d'une grossièreté à toute épreuve, et qui était au fond rejeté par sa propre famille politique et qui n'était pas pour autant adopté par la famille politique concurrente. Vous avez eu envie de suivre cet animal. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Vous arrivez comment à trouver sa confiance pour qu'il puisse vous laisser l'accompagner? Et vous l'accompagnez, enfin, on le voit vraiment sous tous ces aspects conquérants, ces aspects colériques, ces aspects presque désespérés, enfin, quasi dépressifs à certains moments, ces aspects gargantuesques, comme vous montrez, puis ces aspects de solitude. Ces aspects de solitude et ces aspects d'homme entouré d'une cour qui fait qu'à la fin, on a pitié de lui, parce qu'on se dit, il ne saura jamais quand il fait une bêtise ou quand il fait quelque chose, que de toute façon, quoi qu'il fasse, la réaction de son entourage est la même. Donc, vous êtes là-dedans, et il faut, un, que vous gagniez sa confiance, et deux, que vous montriez tous ces aspects-là. Donc, comment faites-vous? Combien de temps passez-vous Oui, c'est dit comme ça, on se dit que l'exercice n'est pas facile. Et pourtant, je pense que j'ai eu les meilleures conditions de tournage que j'ai jamais eues. Certainement, un des films dont on me parle le plus, c'est le film dont personne ne voulait. Donc, effectivement, l'entourage, à part ma mère qui m'a dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire avec Georges Frêche ?» Donc, mais après, je crois qu'aujourd'hui, elle apprécie le film. Mais sinon, autour de moi, en tout cas, j'avais un enthousiasme de la part de mon producteur Alexandre Allier, qui, tout en étant parisien, avait fait des études à Montpellier et avait eu mon producteur Georges Frêche comme professeur à la fac de droit. Alors que moi, j'étais étudiant aussi à Montpellier, mais j'étais étudiant à la fac de lettres, donc je n'avais pas eu comme professeur. D'abord, Georges Frêche est un personnage familier pour moi, parce que quand on est né dans le Languedoc, forcément, c'est le souverain depuis la fin des années 70. Hein, et moi, je suis arrivé à Montpellier en 86, j'y suis resté 6 ans. Si je ne l'ai pas eu comme professeur, comme j'ai toujours eu ce goût de la joute politique électorale, je suivais les élections, j'allais régulièrement assister aux conseils municipaux et je me régalais des joutes oratoires avec son opposant notamment du Front National qui était Jean-Claude Martinez. Et donc il y avait de ma part cette gourmandise. Et c'est vrai qu'en revanche, quand on a proposé le film, parce que je pense que c'est à la fois le film dont personne ne voulait, qui a eu quasiment aucun financement, la télé cachait cet homme qu'on ne saurait voir, je pense, ou peut-être d'autres raisons plus obscures, j'en sais rien. Et c'est aujourd'hui le film dont on me parle le plus. Peut-être parce que c'est aussi l'effet du cinéma, du grand écran, et que le film a très bien marché au cinéma, et que je l'ai beaucoup accompagné. Mais cet homme colérique ne l'était pas avec moi, en tout cas. La confiance n'a pas été difficile à obtenir. Il y avait effectivement... il y a plusieurs cercles. Il y a la cour, il y avait le président, les hommes du président et la cour. Les hommes du président, c'est Laurent Blondiot et Frédéric Bord. Et les hommes du président parlent à Frêche. Et lui disent, ne fais pas ci, fais pas ça. Après, il va petit à petit, au cours du film, et c'est formidable pour la dramaturgie, s'affranchir des conseils de ses conseillers. Et après, il y a effectivement la cour. Alors la cour, c'est un éditeur, c'est un publicitaire, c'est un homme d'affaires, tous ces gens qui apparaissent comme ça par miracle au fur et à mesure que se rapproche du scrutin et que ça sent bon d'une certaine façon. Mais moi, je cherchais vraiment ce personnage, donc j'avais, disons-le, une fascination pour ce Georges Frêche que j'avais connu donc quand j'étais étudiant, mais qui n'était pas le Georges Frêche que j'ai filmé. Certes, il avait déjà ce gros ventre, mais il avait pas la canne. Et c'est cet homme fatigué qui était finalement, il y avait une personne que j'ai filmée par ailleurs pour un autre film, Jean-Paul Montanari, dans Bleu, Blanc, Rose, qui m'avait dit, donc le directeur de Montpellier Danse. Et je lui avais dit, tu sais, j'aimerais bien filmer Frêche. Et j'avais pensé en filmant Séguin, bizarrement. Parce que le Séguin, à la fois physiquement, la même paupière lourde, ou le même rapport à la charcuterie. Il y avait quelqu'un qui avait dit, et c'est valable pour Frêche comme pour Séguin, en voyant le président, Georges Frêche fait de la politique
comme il mange en s'en mettant partout. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est tout à fait valable pour Philippe Séguin aussi. Donc, j'avais dit, mais j'aimerais bien filmer Fresh, et Montanari m'avait dit, mais non, c'est trop tard, en fait. Il est fatigué maintenant. T'aurais dû le filmer à l'époque des années 80, 90, le maire flamboyant, bâtisseur, etc. Et finalement, j'avais un peu abandonné l'idée jusqu'à le recroiser un peu par hasard des années après, puisque j'avais quitté Montpellier. Et là, j'ai vu cet homme. C'était à l'occasion d'un tournage que j'avais fait 7 ans après Paris à tout prix, sur une autre élection municipale dans un petit village. J'avais changé de division à Fleury-d'Aude, entre Narbonne et Montpellier. Et Fresh avait traversé le champ de ma caméra, il passait par là pour soutenir le candidat dans le village, le candidat socialiste. Et j'ai vu cette carcasse, j'ai vu sa voiture comme un carrosse, j'ai vu cet homme signant ses parapheurs dans la voiture, j'ai vu la canne comme un sceptre, j'ai vu tous les attributs du pouvoir, et j'ai vu cet homme fatigué qui... Et je me dis, c'est cet homme... Voilà, là, il y avait vraiment une dimension cinématographique. En fait, même si on filme le réel, je pense toujours à la fiction. Pas dans la manière de tourner tant que ça, c'est davantage au montage, et surtout les personnages. Je pense même à des acteurs. Hein. Quand je veux dire, aux obsèques de Georges Fresh, puisqu'il nous a fait la mauvaise blague de tirer ses révérences 15 jours avant l'avant-première du film. Donc, lui, je ne pourrais pas vous répondre à la question qu'est-ce qu'il en a pensé, puisqu'il n'a pas vu une seule image. Aux obsèques de Georges Fresh, il y a un homme qui a traversé... c'était presque des obsèques comme en Corée du Nord. Il y avait un monde fou, la foule dehors, un écran géant. Il y avait des centaines de mètres avec des gerbes de fleurs. Et un homme traverse comment on appelle ça, la nef de la cathédrale Saint-Pierre de Montpellier. Et il a un énorme ventre, il a une canne, parce qu'il a eu un accident de scooter, je crois, une semaine avant. Et on a l'impression que Fresh rentre dans l'église et c'est Gérard Depardieu. Et là, je me dis, et depuis, je rêve de faire avec Gérard Depardieu ce que j'ai fait avec Fresh, mais l'animal est plus difficile à convaincre. Et évidemment, là, dans mon film, c'est le président, Georges Fresh et le président, mais si on devait passer à une vraie fiction pour jouer Fresh, ce serait Depardieu. Et donc, chaque fois que je filme un homme politique, je me dis, mais je le ferai jamais, mais qui ça serait, voilà. Donc, et je l'ai fait pour voilà, Gaspard Ganzer, je le vois très bien Romain Duris, Jean-Pierre Jouyet, j'ai toujours pensé à Jacques Tati, j'ai cherché plus longtemps pour François Hollande. François Hollande qui avait j'ai cherché plus longtemps, et en fait, je me dis que Vincent Macaigne, ça serait pas mal, voilà. Je vois bien Vincent Macaigne, et il y a aussi peut-être Philippe Catherine qui pourrait faire un François Hollande intéressant, mais je pense plutôt à Vincent Macaigne. Et cela dit, va sortir ou est sorti au cinéma un film que j'attends avec impatience de Anne Fontaine, où Sarkozy et Jean Dujardin, ou Jean Dujardin et Sarkozy, et François Hollande, Grégory Gadebois. Et Grégory Gadebois est un acteur que j'aime énormément, qui a d'ailleurs fait la voix d'un de mes films sur Jean Gabin. Et donc j'attends de voir Grégory Gadebois en François Hollande ou vice-versa. Revenons au président. Vous avez rappelé que personne n'en voulait, surtout pas les télévisions. Alors comment ça se passe? Comment est-ce qu'on le produit? Comment on trouve l'argent pour le faire? Et ensuite, comment est-ce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure, ce film est celui qu'on vous cite le plus? C'est le courage d'un producteur, Alexandre Allier. C'est aussi le fait que... Et ce producteur-là, à ce moment-là, il vise la télévision ou le cinéma? Il veut faire le film. Donc, il veut faire le film. Voilà, donc... Et puis, on va voir la télévision aussi pour le cinéma. C'est-à-dire que le cinéma, la télévision finance le cinéma, donc on va aussi les voir pour ça. Donc, à un moment, on veut le faire. Moi, j'ai toujours rêvé de cinéma à ce moment-là. J'avais fait que Paris à tout prix était un film d'abord pour la télévision, mais il était sorti que dans une salle. Et d'une certaine façon, je me disais, voilà, là, vraiment, ce film-là, enfin...
Fresh, il a une tête pour le grand écran, donc je rêvais de cinéma. Après, quand le film est si difficile à produire, on se dit si tout d'un coup on a une chaîne qui s'intéresse. D'ailleurs, il y a eu finalement une petite chaîne, enfin une petite, c'est désagréable de dire comme ça, mais la chaîne Planète qui a mis un peu d'argent et ça nous a bien aidé. Je pense qu'on a réussi in fine à une voix près d'avoir l'avance sur recette après réalisation du CNC. Mais il y a une chose qui aide beaucoup, c'est d'abord le courage, l'engagement d'un producteur, et ensuite le fait on ne compte pas les nombres de tournages. C'est ça aussi la liberté formidable qu'on a dans le documentaire par rapport à la fiction. C'est-à-dire les rêves qu'on peut avoir dans une fiction, on doit tellement souvent réduire la voilure parce que on n'a que 20 jours de tournage, là où on pensait en avoir 30, et on a ce comédien parce que l'autre n'était pas disponible, ou parce que celui-ci était trop cher, ou celle-ci ne voulait pas. Moi, j'ai la chance de dire, soit je le fais avec, soit je suis tel personnage, et puis parfois il y a des scénarios qu'on n'aurait jamais rêvé écrire. Donc là, la liberté que j'ai, c'est que je fais le son, l'image et la réalisation. Donc je prends les risques avec le producteur. On a très envie, c'est notre motivation qui fait qu'on peut y aller. Donc si je veux tourner 100 jours, je tourne 100 jours. Voilà, donc ça, c'est ce qui permet de le faire. Et ensuite, on montre les images jusqu'à ce que un distributeur, en l'occurrence Jean-Michel Rey de Réseau Film, voit des images, on lui fait rentrer en salle de montage. Autant je ne montre jamais les films aux protagonistes, autant là, bien sûr. Et là, il voit ça, il est enthousiaste, il dit on y va. Et quelques mois plus tard, il y a des grandes affiches partout dans Paris avec la tête de Georges Frêche. Il y en a même une juste en face de l'Élysée. Et voilà. Et puis, le film sort dans 32 salles. Je fais 6 mois accompagné, 60 projections débat et ça a été une belle aventure. Et je pense que j'ai vraiment eu les conditions idéales entre la confiance et la distance dont je parlais tout à l'heure, un scénario que je ne pouvais pas imaginer. Je ne pouvais pas imaginer qu'il y aurait toutes ces affaires qui tomberaient, que finalement cette élection régionale deviendrait une élection nationale, et puis cet homme-là qui fait pour une élection régionale un meeting à Montpellier où il réunit 6000 personnes, qui pourrait réunir 6000 personnes aujourd'hui, même pour une élection, j'allais dire, même pour une élection présidentielle, presque. Donc, voilà. Et puis, il a été vraiment extrêmement gentil. Et puis, il y a cette palette dont vous parliez chez cet homme qui est à la fois détestable et attachant, successivement ou simultanément. Donc, d'une certaine façon, je peux pas filmer des gens que je n'aime pas. Ce qui ne veut pas dire que pour autant que je suis un électeur ou que, en gros, la gauche de Georges Frêche n'est pas la mienne. Mais il y avait quelque chose qui m'intéressait chez cet homme. Et d'une certaine façon, dans la solitude du pouvoir, moi, je m'intéresse. Frêche, souvent, les journalistes avaient l'habitude de me dire avec Frêche, t'as un bon client. Et c'est pas le bon client qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait chez Georges Frêche, c'était vraiment plus ces silences que ces petites phrases ou ces dérapages. Parce que vraiment, les dérapages, sur les harkis, la gueule pas catholique, il suffit de passer une journée avec Frêche, vous en avez 13 à la douzaine. Enfin, c'est juste qu'à un moment, on choisit d'en prendre une et de la mettre justement à la une du journal. Mais on est servi. Et ça, finalement, je me dis que c'est pas si cinématographique que ça. C'est-à-dire que ça, c'est bien pour le journal du lendemain, mais ça, c'est très périssable. Je veux dire, si j'avais fait un film avec que des petites phrases de Frêche, on aurait ri sur le moment, mais je pense pas qu'on pourrait revoir le film aujourd'hui. Alors que quand on filme son rapport à la nourriture, ses silences, sa mélancolie. J'ai bien aimé la première partie du tournage quand c'était pas encore une affaire nationale, quand Montebourg, Aubry Fabius n'était pas rentré dans la danse, parce qu'il y avait ces moments où il était face aux moutons, par exemple, on le voit face à des moutons, et il est dans sa voiture et il pense. Après, il y a le cirque qui commence, et donc il a plus trop le temps, donc. Il y a l'odeur de la poudre et du sang, le réveil d'une certaine façon, et donc
et après, on est vraiment dans une campagne plus rythmée. Voilà. Donc, voilà, je ne sais plus où j'en étais. Alors, je voudrais en venir à un autre de vos documentaires, mais évidemment, on en saute un grand nombre, parce que vous avez, alors, là, peut-être devrais-je d'ailleurs, à propos du film que vous avez réalisé sur François Hollande, vous demander quelles ont été les réactions des principaux protagonistes, dont lui-même, évidemment. En réalité... Lui, c'est un très très bon commentateur. Il en a parlé pendant 1 heure du film face à moi. Oui. C'est parce c'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire, quand je dis qu'ils sont tous très différents, je pense que Georges Frêche n'a jamais vu, même si ses conseillers lui ont donné des films, des DVD de mes films, Georges Frêche n'a jamais vu un de mes films. Je dis pas que François Hollande les a tous vus, mais il en avait vu pas mal. Et il a une grande culture du documentaire politique, François Hollande. Il connaissait le film de Pierre Desgroppes et Knapp sur Pompidou, par exemple. Il le connaît très bien. Tous les films qui ont été tournés à l'Élysée, je pense qu'il les a vus. Que ce soit celui de Hugues Lepage, voilà. Donc, il connaît bien sûr les films de Depardon. Donc, chaque fois on s'adapte. Et Frêche ne regardait jamais la caméra, Hollande la regardait tout le temps. Et donc, on garde les coups d'œil. Et donc, c'est très étonnant. D'ailleurs, il y a comme un dédoublement de la personnalité chez Hollande, qui est comme si... il a regardé le film, il dit ah là là, je me dis qu'est-ce qu'il va faire. Il me disait mais qu'est-ce qu'il va faire maintenant le président, comme si c'était pas lui le président, comme s'il avait la couronne à côté, qu'il n'arrivait pas vraiment à la mettre sur la tête, mais avec une acuité, une intelligence, il voit tout. Mais en même temps, je dis mais c'est vous. Ouais, c'est une version assez curieuse du double corps du roi de Kantorowicz, mais pourquoi pas. Enfin, ce goût pour les personnalités fortes. Vous le traduisez dans d'autres films, dans des films documentaires sur des archives, sur Jean Gabin, sur Charlie Chaplin, sur Yves Montand, mais aussi vous avez fait, je l'ai dit tout à l'heure, un film qui est un mélange d'exploitation d'archives et d'interviews de personnes, j'allais dire de survivants, enfin c'est le mot après tout, ça n'est pas, de survivants de l'époque que vous filmez. L'époque que vous filmez, c'est l'époque des cabarets, avec un goût pour la chanson qui vous serait difficile de cacher, et quoi ? Et vous êtes trop jeune pour avoir pu aller dans le dernier des cabarets, qui a fermé en 73, qui était la Galerie 55 rue de Seine. L'Écluse 74. L'Écluse, oui, c'est ça. Enfin, ces années, oui. Ça a fini, non pas d'ailleurs à cause du yéyé, comme on dit bêtement, parce que d'abord le yéyé avait été déjà fini en 74 depuis belle lurette, mais ça a fini grâce à l'URSSAF et grâce à la préfecture de police. C'est-à-dire parce que l'URSSAF s'est refusé à imaginer un système de cotisation sociale qui n'écrase pas ces petites structures, et la préfecture de police a été trop heureuse de faire fermer des choses dont on ne savait pas bien, qui les fréquentaient, puis qui finissaient minuit, 1h du matin, 2h, enfin bref. Oui, après, il y a d'autres raisons. Il y a l'essor de la télévision, il y a les maisons de campagne, il y a ces gens qui fréquentaient les cabarets, cette génération qui a commencé à vieillir, à avoir des enfants. Il y a mai 68 qui est passé par-dessus aussi, voilà. Mais donc, vous n'avez que des échos indirects de cette période des cabarets. Quels sont ces échos? Par qui vous arrivent-ils? Et comment vous lancez ce minuit? Il est minuit, Paris s'éveille. Tout vient d'abord d'une conversation avec Henri Gougaud. Je réalise en 2003-2004 un documentaire. Henri Gougaud, qui est votre compatriote Carcassonne. Oui, voilà, qui est né à Carcassonne, lui en 1936, comme mon père, et moi en 68. Donc, deux jolis crus quand même. Et donc, on est né effectivement dans la même ville de Carcassonne. Le frère d'Henri Gougaud était mon instituteur, Jean Gougaud. Et dans un film, donc dans tous mes films, que ce soit des films d'archives ou des films de tournage, et dans mes films politiques, je mets des chansons. Donc la chanson est vraiment, dans l'histoire des homosexuels, des communistes, des juifs en France, il y a beaucoup de chansons. Ça fait partie de la mémoire collective, et voilà. Donc la chanson française est, au même titre que la politique et les élections, ma passion d'enfance et de toujours, j'allais dire. Et donc, dans ce film sur les communistes, je voulais faire entendre une chanson d'Henri Gougaud chantée par Serge Reggiani qui s'appelle « Paris ma rose », que vous connaissez bien. Et donc, je l'ai appelé pour ça. Je connaissais plus son frère que lui. Et là, je l'appelle et je lui demande le droit d'utiliser sa chanson.
Et la conversation se prolonge et il me dit, mais vous qui réalisez de documentaires, vous devriez vous pencher sur la période des cabarets, qui est, je pense, les plus belles pages de ma vie d'homme. Je connaissais Henri Gougaud, conteur, écrivain. Je savais qu'il avait été chanteur parce qu'on avait des disques de lui à la maison. Et ça, j'y reviendrai, les disques, avoir des disques à la maison, c'est très important. Ça fait partie de la transmission, ce qui fait que est-ce que c'est ou pas notre culture. Mais je ne savais pas du tout qu'il avait commencé à Paris, oui, au tout début des années 60, en partageant l'affiche avec Barbara, et avec Serge Lama, et avec Marie-Thérèse Aurin, et avec tant d'autres artistes illustres ou oubliés, mais à l'époque, ils étaient tous des inconnus. Et je trouve cette histoire fascinante. Je mettrais presque 10 ans à monter ce film, tellement c'est compliqué. Alors, pas pour les mêmes raisons que pour Georges Frêche, mais tout simplement parce que ça coûte cher, les chansons et les archives. Et donc, et il faut aussi arriver à convaincre la télévision que dans mon film, il n'y aura pas que des artistes célèbres et illustres, justement parce qu'ils étaient tous inconnus, mais il y aura aussi des Roger Riffard, des Marie-Thérèse Aurin, voilà, Marie-Thérèse Aurin, enfin que ce soit en archive ou en témoignage. Ouais. Et ça n'a pas été simple. Toujours la question de l'audience, enfin voilà, mais même je me souviens d'une responsable de France Télévisions qui voulait que même que presque dans le contrat qui nous liait, il y aurait la liste des chansons et qu'il fallait absolument que l'Aigle Noir y soit, ce qui était un non-sens complet puisque l'Aigle Noir est une chanson qui apparaît bien après. Une chanson de Barbara qui apparaît bien après la période des cabarets. Donc effectivement, c'est une histoire qui n'est pas la mienne, et pourtant elle m'est formidablement intime. Évidemment avec le regret, la jalousie de ne pas avoir pu me glisser dans ces cabarets-là. Vous l'avez dit ou je l'ai dit tout à l'heure, cette histoire, moi telle que je la raconte, même si les dates sont beaucoup plus floues, commence dans l'après-guerre, on va dire en 44-45, et je la clôt en 68. Voilà. Moi, je suis né en 68 et je suis né à 800 km de Paris. Donc, forcément, c'est dire si cette histoire n'est pas la mienne. Et pourtant, c'est la mienne, justement grâce à ce que l'on écoute à la maison. Donc, c'est ce qui fait que, aujourd'hui, ma nièce de 17 ans, depuis qu'elle a 6 ans, connaît par cœur Bobby Lapointe et Barbara, par exemple. Voilà. Bobby Lapointe, qui d'ailleurs, on parle des connus et des inconnus, est plus connu aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque où il se produisait en première partie de Georges Brassens. Donc il a le nombre d'enfants qui connaissent Bobby Lapointe et la popularité toujours intacte de Gainsbourg, qui a aussi commencé dans les cabarets, de Barbara et d'autres. Après, il y en a certains qui tiennent moins le choc. Mais les chansons restent en mémoire. Enfin, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais au départ, d'ailleurs, dans les cabarets, on voulait vraiment parler de tous les artistes. Je le fais un petit peu, mais c'est-à-dire, il y avait les mimes, il y avait les parleurs, il y avait les chanteurs. Voilà. Et les parleurs ont moins bien résisté d'une certaine façon. Même si eux vont continuer avec les cafés-théâtres et Romain Bouteille, tout ça. Mais en revanche, sur la durée, même des artistes que j'ai tellement aimés, que j'écoutais à la maison, Bernard Haller, Jacques Dufilot, et puis les duos entre Darras et Noiret, Victor Lanoux et Pierre Richard, enfin, et les frères ennemis et tant d'autres. Parfois, ça passe un peu moins bien. Ça passe peut-être un peu moins bien quand c'est filmé ou à la télévision, 40, 50, 60 ans après, 70 ans après. Alors que longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Donc la chanson, ça a quelque chose de formidable. Enfin, moi, ça coûte cher dans un documentaire, mais alors, écoutez, moi vraiment, j'ai vu l'effet de passer une chanson de Catherine Sauvage ou de Cora Vauquer à quelqu'un qui ne l'a jamais entendu, et tout d'un coup, il s'arrête de parler. Donc ça prend pas une ride, quoi. Brel, ça prend pas une ride. Enfin, et j'espère que je saurai convaincre avec le film que je suis en train de finir avec Yves Montand, qui est un peu le héros de ma vie, et que j'ai réussi à caser 6 fois de manière
plus ou moins évidente ou subliminale dans le film sur les cabarets de la rive gauche, alors qu'évidemment, Yves Montand n'a jamais fait le cabaret. Mais d'abord, avant de se séparer, on va dire que la plupart de vos films, peut-être tous d'ailleurs même, sont disponibles en DVD. Beaucoup, oui. Et Pas tous. Notamment ceux dont on a parlé. On va dire aussi que, j'avais fait allusion au passage, que la palette des sujets que vous avez traités est très grande. Vous avez traité les communistes, vous avez traité les homosexuels, vous avez traité le mariage homosexuel, vous avez traité les journalistes à travers ce documentaire sur les journalistes du Monde, qui n'est pas le moins impitoyable de vos documentaires. Mais peut-être était-il fait sans idée d'être pitoyable ou impitoyable. C'est souvent le regard du spectateur qui fait que mais juste une chose vous qui êtes impitoyable. C'est pas impossible, je m'entraîne. En tout cas, à propos de ce documentaire auquel je suis, tout le monde pourra le comprendre, particulièrement attaché, qui est celui sur la chanson, il m'a semblé que ceux qui sont toujours de ce monde et que vous interrogez sur cette période des cabarets, Jean Rochefort, Marie-Thérèse Aurin, Serge Lama, vous leur avez fait redécouvrir. Est-ce que vous pouvez là aussi me dire un mot de la manière dont ceux-là ont réagi à votre documentaire ? Alors, je le dis avec d'autant plus d'émotion que j'ai vu le film récemment à l'occasion donc de cette rétrospective qui était faite à Alès. Et je le dis avec émotion parce qu'ils étaient 10 témoins et qu'il y en a 5 dont votre ami Paul Touraine qui est le premier à avoir tiré son chapeau. Et sur les 5, il y a eu... Paul Touraine, c'est les frères Jacques. Voilà, Paul Touraine des frères Jacques. Sur les 5, il y en a plusieurs qui sont vraiment, grâce à ce film, devenus des amis. Enfin, que j'ai des amis en tout cas que j'ai continué à voir. Et heureusement, il y en a qui sont toujours de ce monde et qui chantent tout le temps, comme Francesca Solville, comme Marie-Thérèse Aurin. Mais je pense, oui, à Jean Rochefort, je pense à Paul Touraine des frères Jacques, je pense à Anne Sylvestre, et puis Juliette Gréco et Charles Aznavour. Donc il y en a la moitié qui ne sont plus là. Mais tous parlaient au présent. Tous parlent au présent dans le film. Et donc, effectivement, il y a... parce qu'on m'avait dit que j'avais fait parfois des films qui étaient hybrides entre aujourd'hui et hier. Et j'ai dit, mais de quel film il me parle ? Et en fait, vous avez raison d'une certaine façon parce qu'il parle au présent. Et qu'il y a cette étincelle dont vous parlez. Et que je me souviens très bien que pour le choix de ces artistes, parce que... certes, il y en a qui sont morts et qu'on voit dans le film, et heureusement, et Brassens, et Brel, et Ferré, et Catherine Sauvage, et Cora Vauquer, et je ne vais pas tous les citer, il y en avait des centaines. Mais le principe, c'était que ça leur fasse plaisir. C'est-à-dire qu'il y a certains films où faut surtout pas filmer des gens qui veulent être à l'image. Faut surtout pas filmer des gens qui veulent témoigner. Ceux qui veulent absolument être dans le film. Les meilleurs sont ceux qu'il faut convaincre. Là, c'était l'inverse. C'est-à-dire que vraiment, c'était le principe du plaisir. Et des gens qui n'étaient pas certes, il doit y avoir une part de nostalgie, mais qui vraiment, ils parlaient au présent. Et je me souviens avoir appelé certaines personnes qui se faisaient prier pour parler du film. Eh ben, j'ai pas eu du tout envie de leur faire la danse du ventre. Je pense à Jacques Higelin, je pense à Romain Bouteille, je dis m'emmerde en fait. Soit ça leur fait plaisir, soit ils ont envie d'en parler, mais sinon c'est pas la peine de les convaincre. Et en fait, tous l'ont fait avec une générosité, une joie, et c'est grâce à eux que je pense que oui. Sur la petite trentaine de films que j'ai réalisés. Je crois que voilà, Il est minuit Paris s'éveille fait partie des 4 ou 5 auxquels je suis le plus attaché. Et c'est grâce à elle et à eux et à ces chanteurs. Et finalement, donc j'ai d'ailleurs resserré sur les chanteurs, même avec la présence de Rochefort, mais qui était un spectateur de la chanson et notamment de Barbara, qu'il aimait tant que je crois bien que dans la petite concurrence qu'il avait avec Noiret, à savoir qui arriverait à séduire Barbara, Rochefort a conclu.
Il faut dire que Noiret avait sur Rochefort l'avantage d'être dans le même cabaret, d'être à l'Écluse avec Darras, et on peut encore trouver quelquefois en archives, notamment dans les archives de France. Mais c'est Rochefort qui a gagné. Hein, oui, d'accord, voilà. Mais je veux dire, c'est vrai, en dépit de l'avantage que pouvait avoir. Écoutez, je voudrais juste terminer aussi sur ce documentaire et en effet, vous dites, ils parlent au présent, ils parlent pas seulement au présent. Ils sont beaucoup plus que le souci de parler d'eux-mêmes, même si c'est sur eux-mêmes que vous les interrogez, mais ils ont beaucoup plus que le souci de parler d'eux-mêmes, ils ont le souci de partager ce qu'a pu être ce moment-là du monde du spectacle, ce qu'a pu être la légèreté, le fait d'être un artiste par plaisir, parce qu'on avait enfin trouvé l'endroit où on allait être bien, parce qu'on était bien nulle part, on n'était pas bien dans les univers structurés, puis qu'on avait quelque chose à dire ou à interpréter, et aussi le fait que beaucoup d'entre eux sont des interprètes, avec ce qui est une race qui est pour le moment, entre parenthèses, enfin, qui n'a pas disparu. En tout cas, c'est un moment de transmission du plaisir de la chanson, et du plaisir de chanter, qui est extrêmement contagieux à qui que ce soit qu'on le fasse voir. Et c'est une des raisons, Yves Geland, de vous remercier. La dernière raison en date étant d'avoir pris le temps de venir jusque devant ce micro. Et j'allais dire un mot grossier pour votre montant, qui est en fin de montage. Merci. Merci.